En 1925 a lieu à Paris l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. C'est un événement considérable qui s'étend sur un grand espace dans le centre de Paris, du rond-point des Champs-Élysées aux Invalides et du pont de l'Alma à la place de la Concorde. C'est un événement qui attire énormément de visiteurs. On estime qu'entre le printemps et l'automne, 15 millions de personnes ont visité l'exposition. Et c'est aussi une façon pour la France de présenter non seulement son artisanat, mais d'essayer de l'arrimer à la fois à l'industrie et à une diffusion vers le plus grand nombre. Et l'exposition est véritablement une foire des modernes où toutes les formes de la modernité se donnent à voir. L'exposition est un gros succès populaire, mais c'est aussi un gros succès commercial et les retombées économiques de l'exposition permettront de publier un rapport qui est exposé dans l'exposition, ici, rapport en 13 volumes et qui couvre tous les domaines qui ont été représentés dans l'exposition de 1925. L'Alsace, 7 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, marque sa présence à l'exposition de 1925 par de nombreuses réalisations. Parmi elles, le pavillon de l'art en Alsace. Ce dernier est conçu par l'architecte Theo Berst, qui est considéré comme l'un des architectes les plus prolifiques de l'art déco, à tendance moderniste à Strasbourg. Il défend un art qui allie confort moderne et tradition. Le pavillon de l'art en Alsace fut l'occasion d'exposer un certain nombre d'artistes représentatifs de la création contemporaine alsacienne. Charles Spindler crée le mobilier de la salle à manger. Les affichistes comme Cam, Jacobi ou Dorette Müller sont à l'honneur dans une salle consacrée à l'art du livre et à la réclame artistique. Enfin, les peintures du hall central sont confiées aux membres du groupe de mai, dont nous présentons 3 toiles de Paul Welsch et Martin Hubrecht. Les années 20 passent pour une période d'âge d'or pour ce qui concerne l'illustration et en particulier l'illustration dans les revues. C'était déjà le cas des années 1900, mais il y a un second mouvement à partir des années 20 et qui est porté par les couturiers et les créateurs de mode qui lancent des revues, qui financent les revues pour lesquelles ils emploient des illustrateurs qui vont servir à mettre en scène leur propre création, à tel point qu'on a pu parler d'un art déco des couturiers. Le modèle suivant lequel fonctionnent les revues est clairement celui des revues de luxe. Par exemple, la Gazette du Bon Temps, un des titres phares de l'époque, est tiré à 2000 exemplaires et il est clairement destiné à une clientèle fortunée. Mais on voit aussi que le goût du jour se répand dans les revues à destination de classes plus populaires. Par exemple, le Petit Écho de la mode est tiré à 1 million d'exemplaires et présente des patrons que les couturières peuvent réaliser chez elles. Elles peuvent donc importer la modernité dans leur propre maison. L'imaginaire associé à 1925 s'est longtemps construit sur la représentation des années folles et l'idée d'une élite insouciante, éprise de luxe et incapable de voir venir le drame. C'est oublier l'ampleur de la diffusion du style que l'époque appelait art moderne, auprès de toutes les couches de la population, une modernité à la fois accessible dans son expression et riche d'un vocabulaire décoratif adaptable à tous les aspects de la vie. Les années autour de 1925 marquent une période d'intense créativité dans l'univers publicitaire et de la communication graphique. Dans un monde où, du fait de l'amélioration des techniques de production, l'offre surpasse la demande, il faut appâter l'acheteur, il faut atteindre le public de toutes les façons. Catalogue, ouvrages promotionnels de luxe, affiches, articles de revue, éventail. Le métier de dessinateur publicitaire est né et avec lui l'art du même nom. Alors, 3 facteurs peuvent expliquer le succès du livre et de l'illustration dans le livre pendant la période. Tout d'abord, les recherches typographiques. On connaît le fameux caractère bifure de Cassandre, mais beaucoup d'autres recherches sont faites à l'époque. Ensuite, l'illustration au pochoir qui permet des couleurs éclatantes et qui donc permet de faire de superbes réalisations. Et enfin, l'art de la reliure qui est particulièrement inventif pendant toutes les années 20 et les années 30.
Tout ça fait un climat particulièrement favorable aux livres de luxe, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le demi-luxe est aussi très important, qui s'adresse plutôt aux classes moyennes. Et on a aussi une expansion du livre populaire avec des collections comme le livre de main ou le livre moderne illustré, qui tire à plusieurs millions d'exemplaires, quand évidemment le livre de bibliophilie, lui, est tiré à quelques centaines d'exemplaires. Au lendemain de la Grande Guerre, le secteur de l'édition pour enfants est en crise et fait face à des difficultés économiques. La production s'est effondrée et coûte plus cher en raison des pénuries de matières premières. Après l'efflorescence du genre au XIXe siècle, il faut désormais en renouveler la forme. Ainsi, la diffusion massive de la lecture dans les classes populaires a pour conséquence d'augmenter la place de l'image en couleur et de favoriser une presse enfantine à gros tirage, à l'instar du phénomène Babar, véritable best-seller de librairie. Le livre jeunesse, qui voit aussi des éditions bibliophiliques, se double par ailleurs d'une réflexion sur la pédagogie. Tout cela confère à l'album de l'entre-deux-guerres sa modernité.